Patrick Burensteinas, bonjour. Vous êtes scientifique de formation, auteur et spécialiste de l'alchimie, dont vous tenez qu'elle n'est pas différente de la science, mais avec des approches différentes. Vous écrivez aussi que l'alchimie est pour vous un moyen pour l'homme de retrouver sa place, de renouer le dialogue avec la nature et avec lui-même, qui est une déclaration d'intention particulièrement propice à notre époque. C'est entre autres dans cette optique, qu'un des points d'entrée de l'alchimie, que vous avez créé la trame en 1990, qui est donc une approche thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle est thérapeutique, en quoi elle est novatrice? Mais le principe, c'était de dire qu'une maladie, c'est une résistance au passage de l'information. Donc c'est un peu comme la première considération que j'ai eue, c'est que le corps est très hétérogène. C'est-à-dire, si on compte le nombre de cellules qu'il y a dans notre corps, il y a plus de 40 milliards de cellules. Et la question que je me suis posée, c'est comment tout ça reste en place et comment le jour de notre mort, eh bien, tout ça se décompose. La seconde question, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une réunion avec 10 personnes la semaine suivante. Pour mettre tout le monde d'accord, c'est pas très facile. Nous, notre corps, c'est 40 milliards d'individus indépendants. Et quand on se réveille le matin, on a quasiment la même tête que quand on s'est couché le soir. Donc, la question que je me suis posée, c'est, mais qu'est-ce qui maintient tout ça en place ? Et comme en alchimie, on dit que le plus important, ce n'est pas la matière, mais le plan qui est à l'intérieur, puisque par exemple, toute la matière qui est autour de nous est composée des mêmes briques, mais si les formes sont différentes, ça ne peut pas être les briques, puisque c'est toutes les mêmes, mais c'est le plan. Et je me suis dit, s'il y a un plan dans la matière, rien ne s'oppose au fait qu'il n'y ait pas un plan dans l'homme. Et j'ai appelé ça la trame, comme la trame d'un tapis. Et pour moi, c'est un schéma de circulation de l'information qui dit à chaque cellule, voilà quelle est ta place, et voilà à quoi tu sers. Et par conséquent, quand ce schéma est altéré pour une raison ou une autre, eh bien les cellules qui sont dirigées par ce schéma-là vivent leur vie puisque c'est des animaux autonomes. Et à ce moment-là, elles ne travaillent plus pour la communauté. Donc, je me suis dit, eh bien, comment on va faire pour rétablir ce schéma ? Et je sais que l'énergie circule dans notre monde d'une manière sinusoïdale. C'est-à-dire que vous prenez un tapis, vous pouvez le secouer comme vous voulez, il fera toujours ce mouvement-là. Donc imaginons que notre corps est un tapis et que pour une raison ou pour une autre, dessus, il y a des cailloux. Et quand vous allez essayer de secouer le tapis, l'onde va bien aller jusqu'au caillou, mais va s'arrêter à l'endroit où est le caillou. Donc l'information ne circule plus. Je me suis dit, c'est simple, il suffit de secouer le tapis un peu plus fort. Et donc j'ai inventé une série de gestes, une série de séquences qui permet sur les 3 axes du corps, puisqu'on est tridimensionnel, eh bien, de secouer le tapis dans 3 directions. Et il se trouve que les cailloux, entre guillemets, eh bien, sautent de ce tapis, la circulation est rétablie, et à ce moment-là, eh bien, le corps reprend ses fonctions, puisqu'il suffit juste de refaire circuler l'information à l'intérieur du corps pour que, j'oserais dire, tout rentre dans l'ordre. Et ces gestes sont quelle technique vous employez? C'est manuel? Oui, c'est manuel. C'est comme secouer un tapis, c'est-à-dire qu'on va créer des ondulations, des résonances, des accords au niveau du corps, sans jeu de mots. C'est-à-dire que j'ai déduit 16 gestes qui balayent complètement le corps en descendant et en remontant, et qui permettent justement de mettre tout le corps en résonance. C'est un peu comme quand vous avez des diapasons, quand vous avez 2 diapasons de même taille, vous en faites sonner un, vous rapprochez de l'autre, le second se met en résonance. Là, c'est la même chose. On peut dire que l'expérimentateur est un diapason et qui va mettre le corps, si je puis dire, en accord, en résonance avec lui. Donc c'est purement du contact, mais ce n'est pas du massage. C'est-à-dire que c'est même le contraire du massage, puisque le massage, ça va être mécanique. Là, c'est juste ondulatoire. Et donc, en quoi est-ce une démarche alchimique pour vous? En quoi cela rejoint votre démarche alchimique? Alors, le principe démarre d'abord d'un principe alchimique, c'est-à-dire que moi je ne suis absolument pas thérapeute, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Par contre, je constate que le but de l'alchimie, c'est de purifier la matière pour laisser passer la lumière. C'est des bien grands mots. Mais en gros, on peut dire que plus un corps est purifié, aligné et silencieux, plus l'information circule dedans. Vous voyez, 3 constantes qui sont essentielles à une quête: immobile, silencieux et aligné. Alors immobile, pourquoi? Parce que dans l'agitation, l'information ne circule pas. À tel point, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire circuler de l'information dans un métal, on le refroidit. Les supraconducteurs, aujourd'hui, ne sont pas à température ambiante, il faut refroidir un corps. Refroidir un corps, ça veut dire que son agitation cesse d'être. Donc s'il n'y a plus d'agitation, imaginons les molécules qui bougent comme ça, l'information qui circule comme ça, si ça ne s'agite plus, alors c'est linéaire, donc immobile. Silencieux, pourquoi? Parce que celui qui parle n'écoute pas.
C'est-à-dire que l'information qui sort en permanence empêche qu'il y ait quelque chose qui rentre. Donc peut-être que votre corps, dans une maladie, il a plein de choses. Le maladie, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lacan. Mais l'idée d'exprimer quelque chose, en permanence, notre corps exprime de l'information, mais tant qu'il exprime de l'information, il n'y a rien qui peut rentrer. C'est pour ça que dans toutes les quêtes initiatiques, à chaque fois qu'on veut se remplir, il faut d'abord se vider. Donc, silencieux. Et aligné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un corps qui n'est pas aligné ne laisse pas passer l'information. Je prends pour exemple le charbon et le diamant. C'est du carbone pur, donc c'est exactement le même corps. Et la question, c'est pourquoi il y en a un qui est noir et mou, et pourquoi il y a l'autre qui est blanc et parfaitement transparent et très dur. Ça ne peut pas être le matériau, puisque c'est du carbone pur, mais c'est la manière dont il est organisé. Il y en a un qui est chaotique, c'est le charbon, et il y en a un qui est parfaitement aligné, c'est le diamant. Donc vous voyez, immobile, silencieux, aligné, ce sont des valeurs physiques, mais qui débouchent très vite sur une vision métaphysique. Quand on veut dire à quelqu'un, toi qui veux suivre un chemin, qui veux suivre une voie initiatique, eh bien il va falloir que tu sois immobile, silencieux et aligné. C'est la maladie de notre époque de ne pas être immobile, silencieux, aligné. Absolument. C'est-à-dire, on le voit quand j'ai parlé de cailloux tout à l'heure qui étaient sur la trame, généralement c'est de l'émotion, mais l'émotion c'est de l'énergie. Et cette énergie, si elle n'est pas exprimée, elle va se retourner contre nos propres organes. Imaginez quand vous avez une colère et que vous prenez des assiettes pour les lâcher par terre, vous cassez ces assiettes. Donc ça veut dire que vous venez de transformer l'énergie de votre émotion en énergie dynamique pour casser quelque chose. Imaginons que je ne casse pas des assiettes. Ce n'est pas pour ça que cette énergie disparaît. Mais si cette énergie ne se retourne pas contre les assiettes, elle se retourne forcément contre mes organes. Donc par conséquent, je vais avoir une vraie action mécanique. Je dis toujours aux gens, les gens qui n'expriment pas par exemple leur colère, c'est comme s'ils prenaient leur foie ou leur estomac, qu'ils mettaient par terre, qu'ils piétinaient, qu'ils déchiquetaient. Et c'est vraiment physiquement comme ça. Les assiettes ne résistent pas, pourquoi voulez-vous que vos organes résistent? Alors là, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de ça dans la médecine orientale, dans l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, où on voit que la colère affecte le foie, par exemple, et que les organes sont en relation avec une émotion. Et là, on voit que dans la tradition occidentale, nous avons aussi donc des recours, des interprétations et des recours énergétiques. C'est pas la peine d'aller en Orient pour trouver... Tout à fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a imaginé qu'on n'avait aucune tradition et que c'était beaucoup plus intéressant d'aller à l'extérieur. Ce n'est pas du nationalisme que je fais, mais quoi que je fasse, je ne lirai jamais aussi bien le sanskrit qu'un Indien. Quoi que je fasse, la médecine chinoise, même si elle est absolument extraordinaire, je ne pourrai jamais aller au cœur de cette médecine, sauf si je m'installais en Chine, que je vis comme un Chinois. Et encore. Alors que ici, on a une tradition, on a une transmission, on a des choses sous nos pieds, on a des matériaux, on a des quêtes, on a des pèlerinages, on a une symbolique, on a des contes, donc on a un matériau incroyablement riche qui nous permettent, et en plus on a déjà fait un pas à travers notre éducation, à travers les contes qu'on nous a lus dans notre enfance, à travers les lieux qu'on visite, on est déjà imprégné sans faire aucun effort. C'est-à-dire qu'on a déjà fait un pas, sans même s'en rendre compte, quand on va parler à quelqu'un de Blanche-Neige, ou quand on va parler à quelqu'un d'une cathédrale, ou quand on va parler à quelqu'un de Saint-Jacques-de-Compostelle, les gens vont dire « bah oui, je connais ». Par contre, moi, quand on va me parler d'un texte chinois ou d'un texte sanskrit, j'ai évidemment rien contre, mais il va falloir que je fasse un effort déjà pour apprendre la langue, pour me mettre dans l'ambiance, pour ressentir les archétypes qui sont autour, la culture. Donc je l'ai déjà, ça. Donc je suis évidemment gagnant parce que j'ai infusé déjà dans cette culture. Tout à fait. Et justement, vous parliez de cette richesse de la tradition occidentale. Alors, si on avait cette question un peu qui fait un peu développement personnel, dont on évoquait tout à l'heure, si on veut chercher, faire son grand œuvre, trouver sa pierre philosophale, comment fait-on en Occident? Comment peut-on faire? À chaque seconde, déjà, la question qu'on peut se poser, c'est la pierre philosophale, qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est une vision de l'esprit? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de matériel? En alchimie, on parle toujours qu'on travaille dans un laboratoire. Et laboratoire, on entend toujours labor, oratoire. Donc moitié dans l'esprit, moitié dans la matière. Donc oui, il y a une vision métaphysique, philosophique, mais oui, il y a une vision parfaitement matérielle. Donc si je reprends les principes d'être immobile, silencieux et aligné, la question qu'on peut poser, c'est ben oui, mais comment on fait? Alors, on peut aller en voyage.
Le but des pèlerinages, c'était ça. Le pèlerinage, finalement, il y a plein de mauvaises raisons de faire un pèlerinage. Puisqu'on a vu tout à l'heure que le mal, peut-être, de notre siècle, c'est l'émotion, c'est l'agitation. Donc on peut faire un pèlerinage agité, en disant, tiens, moi, je me tiens absolument, il faut que je fasse 30 km par jour. Mais à la limite, je peux faire ça chez moi sur un tapis roulant. Je n'ai pas besoin de faire ça. Mais par contre, si je fais ce pèlerinage, même si je pars dans cet état d'esprit, et qu'en cours de chemin, je m'arrête, et je me dis, tiens, le lieu est merveilleux, il est extraordinaire. Je reste ici et je ne sais pas combien de temps. Voilà, j'ai fait le premier pas sur l'immobilité. D'ailleurs, vous remarquerez que tous les chemins initiatiques, on parle de démarche, pas de marche. Une démarche, c'est bien chercher l'immobilité. Et pour moi, un pèlerinage, c'est perdre la notion du temps qui passe. Arriver à l'éternel moment présent, pour quelque raison que ce soit pour une raison religieuse, où à ce moment-là, on va chercher Dieu, et Dieu est immobile, puisque Dieu est un, et un est forcément immobile, parce que pour bouger, il faut au moins être deux. Que ce soit pour une démarche alchimique, où on va aller chercher la matière première du grand œuvre, cette matière première qui existe vraiment, qui est un métal. Et cette matière, on va tellement la purifier, la rectifier, c'est-à-dire la rendre droite, immobile et silencieuse, qu'il va se passer quelque chose. Elle va s'illuminer. Une flamme va se manifester à l'intérieur. C'est ça la pierre philosophale. La pierre philosophale n'est qu'une lampe finalement. Et j'oserais même dire aussi une fenêtre. Imaginons que nous sommes enfermés à l'intérieur d'une maison et qu'il y a une fenêtre quelque part qui conduit vers le dehors. Eh bien, la fenêtre, c'est la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est un clou qui permet de percer les murs. D'ailleurs, on dit aussi dans la voie persévérer, percez et vous verrez. Et percer l'illusion pour voir ce qui est à l'extérieur, ce qui est dehors. Et d'ailleurs, quand le premier acte de création, on dit « il sépara la lumière des ténèbres », on nous a menti, on aurait dû nous dire « il y eut un dedans, il y eut un dehors ». Et nous, on est enfermés dedans et on essaye de sortir dehors. Donc, la pierre philosophale, c'est ce clou. Alors maintenant, ramenons ça à l'homme, et on peut dire que nous sommes enfermés dans nous-mêmes. Et toutes les voies initiatiques n'ont qu'un seul but, c'est de faire des trous dans l'ego. L'ego étant l'illusion de la forme que nous avons. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme l'ego nous montre. L'homme est bon, il a du cœur, il a envie d'aider, on a envie de rassembler, alors que l'ego, c'est la forme. Déjà, il est distillé par le regard des autres. Si on vous dit « vous êtes comme ça », et si tout le monde vous le dit, vous allez finir par le croire. Et si vous le croyez, vous devenez comme ça. Finalement, l'ego, c'est entre la place qu'on vous laisse et la place que vous prenez, la forme que vous définissez, définir, hein, c'est-à-dire qu'on la bâtit ensuite. Et comme on y croit, sans y croître, on est enfermé à l'intérieur de ce mur de briques plus ou moins épais. Et donc toutes les voies initiatiques vont avoir comme but de faire des trous dedans. Et c'est pour ça qu'elles vont être, semble-t-il, au début difficiles. Mais elles ne sont pas difficiles, elles heurtent seulement nos désirs et notre ego. Quand on arrive voir un maître et qu'on lui dit « je veux faire de l'alchimie », et qu'il vous dit « pas de problème, mais pendant 10 ans tu vas balayer le laboratoire », il va dire « non, je ne viens pas pour ça, moi je viens faire de l'alchimie ». Mais si j'accepte de balayer le laboratoire pendant 10 ans, croyez-vous que mon ego va survivre à ça? Non. Et finalement, sans même me rendre compte, j'aurais commencé à faire des trous à l'intérieur de mon ego. Et quand je vais faire des trous à l'intérieur de mon ego, il va se passer quelque chose. C'est que l'intérieur ne sera plus coupé de l'extérieur. Et cette sensation de refaire un est quand même quelque chose de plus extraordinaire. Puisqu'on peut dire que toute notre souffrance naît du fractionnement, de la séparation. Je suis tout seul, personne ne m'aime. Alors que le but de l'alchimie, c'est de dire « je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi ». Mais pour ça, il faut que je sois capable de rompre les barrières. Mais les barrières, ce n'est pas les autres qui vont les rompre, c'est moi qui vais les rompre. Alors l'alchimie, en somme, enfin, la quête de la pierre philosophale, c'est aussi donc de passer à travers vous parlez de transpercer, et est-ce que ces trous laissent entrer la lumière, même de manière imperceptible au début? Bien sûr, mais pas seulement imperceptibles, elles sont perceptibles justement. Je veux dire, la lumière est toujours perceptible, on est libre ou pas de la regarder. C'est la même chose quand vous avez le soleil, il brille pour tout le monde pareil. Mais il y en a qui se mettent à l'ombre. Et c'est pas parce que quelqu'un se met à l'ombre que le soleil brille moins. Donc, imaginons que nous sommes à l'intérieur d'une bulle, que la lumière est à l'extérieur, et la lumière est partout pareille. Et que, où que ce soit l'endroit où je perce la bulle, ça sera le même rayon de lumière qui va venir. À l'intérieur de la bulle, il y a un début et une fin, mais à l'extérieur est la source. Il y a une différence très notable, parce que ce qui dit début et dit fin dit temps qui s'écoule, alors qu'à l'extérieur qui dit source dit sans temps. Donc plus de temps, donc l'éternel moment présent, et c'est ce qu'on appelle le bonheur étant à la bonne heure.
Et ce bonheur à la bonne heure, c'est à chaque fois que vous avez vécu un moment de bonheur, je ne parle pas de moment de plaisir, vous étiez toujours immobile, silencieux et aligné. Vous étiez dans un éternel moment présent. Tout était à sa place, vous aussi, mais vous ne saviez pas pourquoi. Et dès le moment où vous vous posez la question de savoir pourquoi je suis bien, vous re-rentrez dans la bulle et vous n'êtes plus bien, vous êtes observateur. Et dans la séparation. Et dans la séparation. Et le problème majeur de l'amour, de la vérité, de l'unité, c'est que quand on est dedans, par définition, on ne peut pas le décrire, puisqu'on est dedans. Et la seule manière de le décrire, c'est d'en sortir. Mais quand j'en sors pour le décrire, ça peut être qu'imparfait. Donc ça ne peut être qu'une vision. Il est là, ce paradoxe. Bon, être à la bonne heure, justement, on parlait de comment trouver, réaliser son grand œuvre, enfin, avec sa matière première. Alors, est-ce qu'il y a des... Vous avez parlé éventuellement, une des points d'entrée, vous parlez des points d'entrée, ça serait de ces pérégrinations dans des hauts lieux. Est-ce que, par exemple, retrouver, vous parliez de machines magnifiques, formidables, que sont ces Chartres, le Mont-Saint-Michel, la Grande Place de Bruxelles, est-ce qu'à travers ces hauts lieux, par exemple, par cette pérégrination consciente, on fait déjà un travail alchimique? Tout à fait. Mais le plus fort de l'alchimie, c'est qu'on fait un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'alchimie sans même se rendre compte, c'est qu'un mot sur quelque chose. Mais cette rectification, ce moment de bonheur, eh bien, il va s'obtenir, j'oserais dire, malgré nous. Vous savez, Einstein disait quelque chose d'important, il disait la force la plus importante de l'univers est la force de l'habitude. C'est la plus insurmontable. Donc, le but du jeu, c'est comment on va perdre nos habitudes, comment on va changer nos habitudes. Et partir en voyage est une bonne manière. Alors évidemment, si je pars en voyage en gardant mes habitudes, ça va pas marcher. J'amène mon microcosme avec moi, il ne va rien se passer. C'est par exemple des gens qui visitent un lieu sacré et qui parlent entre eux. Mais s'ils parlent entre eux, ils peuvent rester chez eux aussi. Puisqu'ils viennent de créer une bulle dans laquelle ils sont, il ne se passe rien avec l'extérieur. Donc, le premier travail que quelqu'un va faire, même pas forcément dans un lieu sacré, c'est la contemplation. La contemplation, ça veut dire l'ouverture du temple. C'est-à-dire, je me mets quelque part, mais n'importe où, hein, au coin de la rue, et je n'attends rien, je ne m'ennuie pas, et j'observe seulement ce qui rentre et ce qui sort. Pas seulement ce que je vois, mais ce que je sens, ce que je goûte, ce que j'entends, les sensations que j'ai sur le corps, et rien d'autre. Je n'attends rien. Et il va se passer quelque chose, c'est que petit à petit, je vais faire partie, ça ne sera plus un décor, ça sera quelque chose. Et je vais trouver le merveilleux au coin de la rue. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite en me disant, toi qui es si malin, j'étais dans un embouteillage, et ça m'énervait évidemment d'être dans un embouteillage, comme tout le monde. Et puis, je me dis quand même, toi, tu es un alchimiste, tu ne vas pas être embêté par un embouteillage. Donc je regarde le coin de la rue, puis il y a un coin de trottoir. Et puis ce coin de trottoir, je commence à penser à la personne qui a taillé ce coin de trottoir. Puis il y a un rayon de soleil qui était sur ce coin de trottoir, et puis je voyais toutes les particules brillantes dessus. Et puis entre le trottoir et puis la route, eh bien il y avait une petite bande de terre. Et dans cette bande de terre, il y avait quelques brins d'herbe. Je vous rappelle que je parle d'un trottoir là. Vous voyez, très rapidement, je suis passé à quelque chose d'absolument banal, à quelque chose d'incroyablement extraordinaire. Cet extraordinaire, moi je dis toujours la réalité non ordinaire, est à notre porte. On n'a pas besoin d'aller dans des lieux sacrés. Je veux dire, le sacré est aussi, c'est comme Lao Tzu qui disait, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Le sacré, c'est la même chose, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit. Et je dirais même se mettre dans une circonstance pour obtenir le sacré est presque déjà une erreur, parce qu'il va falloir que je m'habille en blanc, que je brûle de l'encens, que je me mette... Mais je m'exclus de l'univers, je me crée mon univers à moi dans lequel je peux évoluer, mais ça ne veut pas du tout dire que quand je vais en être sorti, je vais trouver que le vrai monde est beau pour moi. Ce qui m'importe, moi, c'est pas du tout de m'exclure dans une bulle de non-causalité, mais au contraire, de trouver la beauté partout. Et ça commence, je dirais, par contempler. Alors ensuite, évidemment, il y a des lieux qui sont magnifiés déjà par leur propre nature, que ce soit une forêt, que ce soit une falaise, que ce soit un océan, où on arrive devant et on a la mâchoire qui tombe. Mais ça, c'est le principe de l'art. Hein, l'alchimie s'appelle le grand art, pas la grande méthode ni la grande technique. Et pour moi, l'art, c'est quelque chose qui me rend immobile, silencieux et aligné. Vous voyez une œuvre d'art, je ne parle pas d'une œuvre d'art culturelle, où on est obligé de vous expliquer, mais quelque chose, vous avez la mâchoire qui tombe. Donc, finalement, c'est une fenêtre ouverte vers la lumière, et cette fenêtre, vous voyez à travers,
Et quand vous voyez la lumière, elle produit ses effets, immobiles, silencieux et alignés. Alors les lieux naturels peuvent faire ça, puisque l'art est évidemment dans la nature. Et l'art, pour moi, est indissocié et indissociable du sacré. C'est très récent que l'art est culturel. Oui, bien sûr. Mais pendant tout le temps, des siècles et toutes cultures confondues, l'art est une représentation de Dieu, une représentation du dialogue entre les hommes et les éléments. C'est forcément quelque chose de vaste et qui ne peut pas être réduit à une vision culturelle. Alors ensuite, voyant ça, les hommes se sont dit, ces lieux qui sont merveilleux, qui sont extraordinaires, on va les signaler à ceux qui ne le ressentent pas forcément. Et on a commencé à mettre des pierres levées, par exemple, en disant ici, il y a quelque chose de formidable. Toi qui ne sens rien, quand tu vas arriver vers cette pierre, sois juste attentif. On ne demande pas d'être hystérique, de spammer, de se rouler par terre, de juste être objectif. Objectif comme l'objectif d'un appareil photo, c'est-à-dire juste regarder tel que c'est. Et puis ensuite, on s'est dit, on va rendre le lieu encore plus beau. C'est-à-dire qu'on va attirer les gens d'une manière plus vaste, et on a commencé à utiliser de l'architecture sacrée. Alors on dit dans la langue des oiseaux l'architecture sacrée, au sens de sacré évidemment. Et si sacré, eh bien ça va créer ce beau qui va être un espèce d'écho, une espèce de chant qu'on n'entend pas forcément avec nos oreilles, mais une vibration, une musique qui va nous attirer vers ces lieux-là. Et ensuite, on a semé des petits cailloux. Et ces petits cailloux, ça peut être des cathédrales qui sont mis à des endroits stratégiques. Ça peut être des temples, ça peut être des pyramides, ça peut être tout ce que humainement on a ressenti et qu'on a voulu signifier je dirais, aux gens. Je dirais que ces lieux-là sont valables pour les gens les plus épais. Pas au sens péjoratif, mais où on a le plus besoin de faire des trous. Plus on a besoin de faire des trous, plus il faut que la machine soit puissante. Mais là, vous parlez d'épaisseur, vous parlez de matière première, donc à transmuter. Est-ce qu'on est dans le premier niveau de la matière première, dans cette épaisseur que vous évoquez? Tout à fait. Alors, la matière première, nous sommes la matière première. C'est-à-dire que l'alchimiste, il n'est pas dissocié de la matière dont il travaille, il ne fait qu'un avec. En réalité, et c'est pour ça qu'on rejoint beaucoup la vision de la physique quantique, c'est que la différence entre la chimie et l'alchimie, c'est qu'en alchimie, l'expérimentateur a une place dans l'expérience. Et l'expérience a une place dans l'expérimentateur. Donc, quand l'alchimiste a trouvé sa matière première externe à lui, eh bien cette matière première va forcément travailler sur sa matière première à lui. En réalité, ce n'est pas dissocié, c'est un nouveau couple, un dialogue avec la matière. Donc il va faire cette démarche pour aller chercher physiquement cette matière première. Mais il ne sait pas que le chemin qu'il fait est aussi important que ce qu'il trouve. Donc il a à la fois un chemin dans l'esprit, et puis quand il va vraiment trouver une matière première, il va se dire « Ah oui, il y a quelque chose de tangible, il y a quelque chose de solide. » Parce que pour trouver les étoiles, c'est bien, mais c'est bien d'avoir les pieds dans la terre pour ça. Sinon, il y a la tour de l'esprit, la tour de la matière, et on peut dire que celui qui fait une quête, il fait le pont entre les deux. Il fait le pontife, pas le pontifiant, j'espère. Et si on élimine ce pont, on reste piégé dans une des tours, que ce soit celle de l'esprit ou celle de la matière. Donc les deux sont nécessaires. Donc on va effectivement travailler sur cette matière première, qui est externe, mais on va évidemment aussi travailler sur cette matière, sur sa propre épaisseur. Et on peut dire que le chemin qu'on va faire le chemin, je sais pas, je pense à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec son sac à dos et à pied, ça nécessite quand même physiquement un certain nombre de choses. Un engagement. Un engagement, bien sûr. J'aime beaucoup dire aussi on emprunte le chemin. On l'entend comme on veut. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on le fait aussi puisqu'on met ses empreintes au fur et à mesure qu'on le fait. Peut-être que le chemin n'existe pas, mais qui se déroule au fur et à mesure de notre marche. Ah oui, c'est une belle image. On le déroule, voilà. D'ailleurs, le chemin se déroule et ensuite on va percer le secret. Donc vous voyez, on revient à cette notion qu'au bout du chemin, il y a une fenêtre, qu'on ouvre la fenêtre et qu'on regarde dehors finalement. Et cette notion de physiquement souffrante, parce qu'on va avoir mal aux pieds, parce qu'on part avec un sac à dos surdimensionné au début, puis petit à petit on va se rendre compte que c'est trop lourd et qu'il va falloir abandonner des choses, parce que sinon on ne va pas arriver au bout. Alors on abandonne des choses peut-être auxquelles on tient, de la matière, mais on a abandonné aussi des choses, je dirais peut-être dans la famille. On a dit tiens, moi je pars 1 an sur les routes, débrouillez-vous sans moi. On se libère aussi de toutes les choses auxquelles on est attaché. Je veux dire, si à un moment, quand on commence ce pèlerinage, c'est peut-être parce que notre vie devient le choix des contraintes. Et on se dit, plus c'est lourd, plus on est attaché, plus on a des poids à tirer, plus ça va être difficile. Mais le chemin va faire, s'il fonctionne, que s'il marche même celui-là, eh bien, qu'on va se détacher d'un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas croire que ça va être facile, parce qu'à chaque fois que quelque chose va se détacher, c'est comme un crochet qui sort de notre chair. Et ça va être une vraie souffrance.
Après, ça va être facile de dire « je suis léger, j'ai réussi à faire les choses », mais il faut savoir que les voies sont longues et difficiles. Elles ne sont pas longues et difficiles parce qu'elles sont difficiles, parce que nous sommes épais. Quelqu'un qui prendrait le chemin en étant attaché à rien, en attendant rien, bah, déjà on peut se poser la question de savoir s'il prendrait le chemin. Mais ça serait très facile pour lui. Bien sûr. Il n'y aura aucun problème. Les épreuves sont pour ceux qui veulent des preuves. On entend l'épreuve et l'épreuve, c'est le même mot. Celui qui ne cherche aucune preuve, qui suit son chemin, bah, il n'aura aucune difficulté. Là, on est en pleine métaphore de l'alchimie. Finalement, il faut transmuter, il faut purifier, il faut transmuter. C'est ça le chemin, finalement, mais le chemin de Compostelle. Et est-ce que finalement, le but, c'est d'arriver à Compostelle, mais finalement, le but est moins important que le chemin? Tout à fait. Comme dans l'alchimie. Bien sûr, mais on ne sait qu'après. On a une curieuse voie qui est je ne sais pas ce que je cherche, parce que si je sais ce que je cherche, au mieux je trouverai ce que je sais. Là, la quête, c'est la quête très, très hypothétique de l'unité. Le croyant dira Dieu. Je suis dans chaque chose et chaque chose est en moi. Mais personne n'a la moindre idée de ce que ça peut être. Avoir une idée, c'est déjà réducteur. C'est comme quand on va dire à quelqu'un rien. Exprimez-moi le néant. Qu'est-ce que c'est? Les gens vont dire c'est gris, c'est noir, c'est un trou. Non, tout ça c'est déjà quelque chose. Quand on va parler de la lumière, on va dire c'est blanc. Non, ça c'est déjà différencié. Donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est autre chose d'inexprimable. Donc on ne peut pas le définir. Donc on ne peut pas le chercher. Donc on commence tous les chemins, en tout cas ce que je dis n'engage que moi, en tout cas moi j'ai commencé le chemin pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons d'ego. Je veux trouver des secrets que les autres n'ont pas trouvés, je veux être riche, je veux être en bonne santé, je veux vivre vieux, je veux qu'on m'aime, je veux qu'on parle de moi. Mais tout ça c'est pour briller, c'est pas pour éclairer. Et on peut dire que plus on va se détacher d'un certain nombre de choses, plus on va devenir transparent. C'est pas de la vanité de dire ça, au contraire, si c'est de la vanité, on devient épais. Parce qu'il va se passer un phénomène. Vous aviez dit tout à l'heure que oui, mais s'il y a des trous, est-ce que la lumière passe? Eh bien oui. Et plus il y a de trous, plus elle passe. Et à un moment, il y a tellement de trous qu'on ne voit plus que la lumière. C'est comme une lampe. Plus la lumière est forte, moins on voit la lampe. Mais la lampe peut se dire à un moment, non mais c'est pas juste, c'est moi qui l'ai fait. Alors à ce moment-là, c'est l'ego qui revient dessus, on redevient épais, la lumière ne passe plus, à ce moment-là on n'éclaire plus, on est obligé de briller. Mais pour briller, il faut être bien poli, et puis il va falloir absolument avoir besoin du regard des autres, puisque c'est les autres qui vont faire qu'on brille. Alors que quand on éclaire, c'est pas notre problème, on éclaire tout le monde pareil. Le but ultime, ça serait d'être transparent? Le but ultime, c'est même au-delà de ça, parce que transparent, on est encore matière. Il y a d'ailleurs la pierre philosophale, elle est presque complètement transparente, mais pas complètement, puisque c'est une matière. Il y a quelque chose, il y a un voile qui entoure la lumière. Et on peut dire que si on retirait le dernier voile, bah, ça serait que de la lumière, mais on ne pourrait pas y accéder non plus, puisque nous sommes matière. Donc il y a toujours cette espèce de paradoxe de « je cherche cette lumière, mais le jour où je l'ai trouvée, l'individualité disparaît forcément. Je ne peux pas trouver l'unité en gardant l'individualité. » Alors l'ego, bien sûr, il va se rebeller contre ça, il va dire, et pendant tout notre chemin, il va nous dire « non, c'est dangereux ce truc-là, non, il faut que tu trouves des règles aux choses, il faut qu'il y ait une chronologie, puisque la logique du temps est très importante, alors que nous, on cherche justement le non-temps. » Il y a cette espèce d'ambiguïté, de quête mentale, qui est « il faut que j'utilise des outils pour faire quelque chose », avec une quête philosophique, avec laquelle il faut que j'abandonne tous les outils pour trouver l'unité. Et il va falloir louvoyer entre les deux. Le loup est un animal important pour l'alchimiste. Louvoyer, voir comme un loup, c'est-à-dire je fais un pas, je regarde d'un côté, je fais un pas, je regarde de l'autre côté. Et c'est la quête du chevalier aussi, le chevalier errant. Mais le chevalier errant, il ne sait pas où il va par définition, puisqu'il est errant. Et être errant, c'est être dans l'erreur. Donc ça veut dire qu'il erre dans l'erreur, dans un sens, dans l'autre, et un jour peut-être, eh bien, la lumière lui tombera dessus, mais il n'en est pas sûr, on n'en sait rien. C'est la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, c'est voir ça, et rien d'autre, alors que connaître, c'est naître avec. Ça veut dire que j'ai été capable de transgresser les règles de la matière, de traverser la bulle entre la matière et la lumière, et transcender ce que je suis, c'est-à-dire dissoudre. C'est pour ça qu'on cherche une solution à nos problèmes, pour trouver justement cette lumière. Et c'est pour ça qu'on fera toujours 3 passages. Et les 3 passages rebondissent chez nous quand on dit « je vais trépasser ». Trépasser, passer 3 fois pour trouver ce qu'il y a de l'autre côté. Nous, on appelle ça la mort, mais la mort, pour nous, c'est pas une fin, c'est le seuil. C'est-à-dire, c'est la peau de la bulle qu'on va percer pour aller, justement, de l'autre côté. En parenthèse, de l'autre côté n'est pas un côté.
puisque nous habitons à l'endroit et la quête que nous cherchons est à l'envers. Et cette bulle, enfin ce but final de cette transparence, cette lumière, est-ce que ça correspondrait à la phase ultime de l'alchimie? Parce que là, on est dans cette transmutation à travers les phases de l'œuvre. Est-ce que finalement, c'est ça? Tout à fait. Il ne le sait pas au début, mais disons que la première quête, c'est de trouver la pierre, c'est-à-dire de trouver cette lampe. Et le profane imagine qu'on va faire de l'or avec, on va devenir immortel. Mais cette lampe n'a qu'un but d'éclairage. Mais ce n'est pas parce que je l'ai trouvée que j'ai fini. On peut dire que c'est le billet d'entrée au club. J'ai poussé une porte et je rentre dans la pièce maintenant. Mais trouver la pierre n'est que le début de l'œuvre. Ce n'est pas la fin. Maintenant que j'ai cette pierre, je vais la prendre. C'est-à-dire je vais l'ingérer. Une fois. Et quand on la prend une fois, 1/3 de lumière, 2/3 de matière. Je suis ici, mais j'ai accès ailleurs. C'est comme si dans ma maison, j'avais ouvert la fenêtre puis je regardais dehors. Mais je re-rentre dedans pour la fermer. Puis la deuxième fois, quand je suis prêt ou décidé, je prends la pierre une deuxième fois. Et là, 2/3 de lumière, 1/3 de matière. Je suis dehors et j'ai accès ici. C'est-à-dire que j'ai ouvert la fenêtre ou la porte, je suis sorti de la maison, et maintenant je fais le tour du jardin. Jardin paradès, par exemple. Le terme du paradis vient du jardin, c'est le jardin à l'extérieur de la maison. Donc je fais le tour à l'extérieur, et de temps en temps, je repasse devant la fenêtre, j'ouvre la fenêtre, je regarde dedans, je dis bonjour, vous allez bien? Alors peut-être que le temps à l'extérieur ne s'écoule pas de la même manière que le temps à l'intérieur. Et on peut imaginer que des gens vont voir des alchimistes célèbres, je pense à Saint-Germain par exemple, qui revient à des époques de l'histoire différentes. Mais peut-être que pour lui, il a une vie complètement normale, mais que de temps en temps, quand il repasse devant la fenêtre, eh bien, le temps qui est à l'intérieur ne s'est pas écoulé de la même manière. Mais là, vous rejoignez la physique moderne. Bien sûr, mais ce n'est pas dissocié. On parle de la même chose. C'est un peu comme quand on parle de nos sens. On dit je vois, je sens, je goûte, mais est-ce que vraiment autant dissocier ça? Un musicien va dire je vois la couleur de la musique. Ouais. Quelquefois, on a un métal, on le touche, on a un goût dans la bouche. Donc finalement, on peut dire que les fenêtres de perception de l'univers sont tellement vastes que pour qu'on puisse les appréhender, on a fait des fentes. Et cette fente-là, c'est de la vision, cette fente-là, c'est du goût, cette fente-là, mais c'est globalement la même chose. Donc on va avoir cette même vision, on ne dissocie pas, même ni le temps, ni l'espace, ni les sciences, ni la musique, ni la physique, ni... tout ça c'est la même chose, c'est des points de vue différents de la même chose. On peut réconcilier, vous qui êtes scientifique de formation, la science et l'alchimie. Mais évidemment, mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle l'alchimie. La première fois qu'on m'a parlé d'alchimie, j'imaginais le chapeau pointu, comme tout le monde, les cornus, voilà, la vision d'Épinal. Mais c'est pas du tout ça. C'est des gens qui ont bien souvent mis leur vie dans la balance, donc ils étaient motivés quand même, qui ont laissé leur fortune, qui ont laissé la considération. Il ne faut pas croire qu'on était alchimiste pour devenir... Oui, les souffleurs, c'est-à-dire les gens, les escrocs, ceux qui ont utilisé ce principe-là pour avoir de l'argent de la part des rois ou des princes. Ils finissaient généralement mal. D'ailleurs, il y avait un châtiment où on pendait l'alchimiste dans un habit doré. Le pseudo-alchimiste. Mais il y a des tas d'alchimistes qui ont donné des choses extraordinaires au monde, plein de choses avec un altruisme total, c'est-à-dire sans du tout avoir envie de gagner de l'argent avec ça. Même si des sous-produits ont pu être vendus parce qu'on est dans le monde des hommes et qu'il faut bien vivre, mais la quête elle-même, la philosophie elle-même a toujours été et sera toujours donnée. Donc, il n'y a même pas à se concilier ou se réconcilier ou se... Je veux dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'idée. C'est que pendant des siècles, on nous a appris que la Terre était plate. C'est la science de l'époque qui disait ça. On était sûr de ça. De quoi est-on sûr aujourd'hui et de quoi sera-t-on sûr demain? Je pense que l'idée du côté scientifique, c'est d'avoir l'esprit ouvert. Mais quand même, pas fumiste. Il y a une démarche, il y a une vraie quête. C'est pas le côté du tout New Age, j'ai rien contre, mais je veux dire, je comprends la réaction des scientifiques, où un type a fait 10 ans d'études, et puis que quelqu'un en face de lui va lui démontrer le contraire de ce qu'il sait. Donc, je pense qu'il y a une synergie qui peut s'obtenir. D'ailleurs, il fut un temps, on va dire le Moyen-Âge, mais c'est vaste le Moyen-Âge, 500, 1500, on va dire le 8e siècle, qui est une période très intéressante, où l'alchimiste, le médecin, l'apothicaire, l'astrologue, le forgeron, c'était les mêmes. Et il n'y avait pas de différence de ça. On essayait de faire le lien entre l'esprit et la matière. Et je pense que le siècle des Lumières,
et un contre-coup justement du côté pesant des dogmes religieux. Donc on a voulu abandonner complètement la vision de l'esprit et de dire maintenant tout ce qui ne se démontre pas n'existe pas. C'est aussi le siècle des Illuminés. Voilà, évidemment. Donc il y avait le contrepoint. Évidemment. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on en revient un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant on se dit, c'était bien d'avoir une civilisation hyper spécialisée. C'est comme ça, quand vous avez mal aux pieds, on va vous faire voir le spécialiste du gros orteil. Mais si le problème ne vient pas du gros orteil, mais de la globalité du corps, on ne peut pas répondre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un livre merveilleux, et qu'on a le nez collé dessus, et qu'on est des spécialistes de la lettre A, mais que veut dire le livre, on n'en sait rien. Et la seule manière de le savoir, c'est de reculer le livre, et puis de demander d'autres compétences. Et à partir de ce moment-là, plus on va avoir de points de vue différents, plus on a des chances de trouver l'unité. Et je pense que c'est d'une manière raisonnable, c'est-à-dire on ne va pas partir dans tous les sens, mais qu'il peut bien sûr y avoir une synergie entre des manières différentes de voir l'univers et le monde, qu'on appelle ça l'alchimie, qu'on appelle ça la physique, qu'on appelle ça la métaphysique, qu'on appelle ça... C'est des mots, tout ça. Mais comme ils ont été, hélas, galvaudés, aujourd'hui, il y a une mauvaise presse autour de ça, qui est souvent justifiée, hein, parce que il y a toujours des gens qui travaillent à leur propre profit, et qui se disent, tiens, j'ai exhumé un bouquin de trucs, et maintenant, je deviens grand mamamouchi chef, et à partir de ça, je deviens un gourou, et je vais faire un certain nombre de choses. Mais c'est pas ça, du tout, ni l'alchimie, ni la transmission. Mais ce qui se passe justement aujourd'hui, la situation écologique, par exemple, à laquelle on est confronté, hein, justement, ça nous ramène à cette réconciliation ou à cette conciliation. Obligatoirement. Contrairement à ce que toutes les peuplades ont fait avant, c'est où on s'est adapté à l'environnement, nous, on a adapté l'environnement à nous, c'est-à-dire qu'on a plié la nature. Il y a un phénomène mécanique, quand on plie, un jour ou l'autre, ça se déplie. Et donc, on est là aujourd'hui, on se rend compte que, oui, il y a un problème avec notre monde, avec l'écologie, mais on fait les surprises, c'est-à-dire que c'est comme si c'était arrivé hier, vous savez, c'est comme la date limite des yaourts. C'est au moment pile, les bactéries se jettent sur vous. Là, on nous dit aujourd'hui, ah oui, il y a un problème écologique, genre, c'est une surprise. Mais non, c'est pas aujourd'hui qu'il faut dire ça, ça fait longtemps que le problème est là. Même, on a inventé les labels bio, par exemple. Mais c'est absolument scandaleux d'avoir inventé des labels bio. C'est le reste qui devrait être étiqueté merde. Je veux dire, c'est quand même de la folie furieuse de dire qu'on va mettre un label sur un produit normal. C'est comme ça que tout devrait être. Il n'y a pas cette notion, c'est bio, c'est pas bio, c'est un produit normal. Donc, on marche aussi sur la tête. Et on est dans cette civilisation qu'on a choisie, on est tous responsables. Je veux dire, on dit les hommes politiques sont très très méchants, mais c'est nous qui les avons mis là. Donc à partir de ce moment-là, ils ne font que représenter ce que la majorité veut. Nous, selon la loi d'Einstein, où la force de l'univers la plus difficile à surmonter est la force de l'habitude, nous, on nous dit tous les jours, mais rassurez-vous, il y a une crise, mais on va s'en sortir, mais rassurez-vous, les banques vont bien, mais rassurez-vous. Et comme nous, on a envie d'entendre ce message, parce qu'on n'a pas du tout envie de changer, on dit, bien sûr. Alors aujourd'hui, je ne crois plus que ce monde-là, tel qu'on le connaît, a une pérennité. Mais par contre, des toutes petites unités d'individus, on va revenir en tribu, quoi. Ou avec un sol exploitable, avec des ressources exploitables par des petites unités. Je pense qu'on va revenir. Mais c'était déjà dit au début, je ne vais pas paraphraser les textes, mais l'histoire de Caïn et Abel, c'est cette histoire-là qui est dit dès le début. Puisque je vous rappelle que l'histoire de Caïn et Abel, ils font un sacrifice à l'Éternel. Et puis Caïn, il sacrifie des végétaux, alors qu'Abel, il sacrifie de la viande. Et il dit, l'odeur de l'holocauste plut aux narines de l'Éternel. Donc déjà, Dieu n'était pas végétarien, parce que c'est l'odeur de la viande qui l'a intéressé. Et on a l'histoire ensuite de Caïn et Abel, où c'est Caïn qui est puni. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi on a eu cette histoire? Parce que celui qui sacrifie de la viande, c'est le nomade. Alors que celui qui sacrifie des légumes, c'est l'agriculteur. Et donc, les docteurs juifs de l'époque qui ont construit ce texte ont mis en garde contre l'agriculture, en disant attention, tant que vous êtes nomade, eh bien, si vous n'avez pas à manger, vous ne vous reproduisez pas. Par contre, dès l'instant que vous êtes agriculteur, si vous avez besoin de manger plus, il suffit de prendre plus de terre. Et puis comme il y a de la terre et que ça pousse mieux chez vous que chez votre voisin, c'est la naissance de la guerre aussi. Absolument. Puisqu'il y a la naissance du territoire. Du territoire. Donc déjà à cette époque, on vous dit attention, si vous êtes agriculteur, vous allez rentrer en expansion, il va y avoir des conflits, alors que nomade, la terre appartient à tout le monde.
Vous parlez de la Terre, alors on est en pleine alchimie là pour le coup. Hein. Absolument. Parce qu'on passe à travers cette Terre. Alors moi j'ai une question un peu, non pas seulement de conclusion, parce que c'est une vaste question, bon, on pourra y revenir dessus. Alors qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un alchimiste? Mais c'est tout ça. C'est-à-dire que moi j'ai voulu concilier, j'oserais dire, le passé et le futur. C'est-à-dire de dire que tous les anciens n'étaient pas des imbéciles. Il y en avait, hein. C'est-à-dire qu'on voit des livres d'alchimie aujourd'hui qui sont des livres anciens, c'est pas pour ça qu'ils sont bons. Il y a forcément aussi des livres qui sont mauvais. Mais il y a des gens qui ont essayé de s'adapter à un milieu. Et pour s'adapter à ce milieu, et n'ayant pas autant de machines que nous, ils n'ont pas pu plier ce milieu. Donc ils ont été obligés de le comprendre. De le comprendre et de se le concilier aussi. Donc de faire un peu profil bas et de dire j'arrive pas en terrain conquis, mais je vais essayer de faire partie de ce lieu-là. Et l'alchimie pour moi aujourd'hui c'est ça. C'est-à-dire, il y a 3 règnes, minéral, végétal, animal, et de dire qu'on n'est pas dissocié de ces règnes-là, qu'on n'est pas au-dessus, qu'on n'est pas à côté, mais qu'on est dedans. Et qu'on ne va pas en tirer le meilleur, mais on va partager, on va avoir un échange. Les alchimistes, par exemple, travaillent sur des plantes quelquefois, eh bien on récolte des plantes, mais celles qu'on n'utilise pas, on les rend à la nature. On dit, on va dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, Lavoisier dit ça, mais non, on va dire ça se transmute. La différence entre la transformation et la transmutation, c'est déplacer les choses. Par exemple, je sais pas, je veux détruire ce verre-là, je le broie, je le brûle, je fais tout ce que je veux, mais ses composés seront toujours là. Donc en réalité, je ne l'ai pas détruit, je l'ai seulement déplacé. Et vous transmutez? Alors transmuter, c'est, on va prendre ça et on va le faire disparaître. Et je dis bien disparaître. Et c'est une grande clé aussi importante, c'est quand on arrive dans ce monde, on apparaît. Quand on quitte ce monde, on disparaît, donc on ne fait que paraître. Et la question, c'est on est quand? Et peut-être que la quête est la quête de l'être. C'est l'être en jeu, ce qui est cette lumière, ce qu'il y a derrière la fenêtre, justement. Puisque la 3e étape dont je n'ai pas parlé, c'est quand on prend la pierre la 3e fois, c'est 3 tiers de lumière. C'est-à-dire que je suis sorti de la maison, je suis allé dans le jardin, j'ai quitté le jardin et j'ai perdu la maison de vue. Et évidemment, ceux qui l'ont fait sont pas revenus pour le dire. Donc l'alchimiste aujourd'hui, pour moi, c'est de dire il y a une autre manière de voir le monde, il y a une autre manière d'avoir ce dialogue, il y a des techniques que vous ignorez, parce qu'il y a des secrets de fabrication qui ont été transmis et qui ont été perdus. Par exemple, on sait faire du verre avec du métal, et les vitraux originaux alchimiques eh bien, étaient faits 100% métal, il n'y a pas un iota de silice dedans. Aujourd'hui, quand on dit un verrier, ils disent pas possible. Alors qu'on peut le montrer, c'est-à-dire qu'on peut le faire et donner un morceau de verre. Comme à Chartres. Comme à Chartres, par exemple, où il y a une verrière qui est faite comme ça. Tous les vitraux ne sont pas faits comme ça. Tous les vitraux ne sont pas faits que comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des vitraux où il y a un mélange de ces métaux à l'intérieur, mais c'est pas de la grisaille, c'est-à-dire c'est pas des poudres métalliques qu'on met, c'est vraiment du métal transmuté en verre. C'est autre chose, c'est plus du métal, c'est autre chose. Donc, de dire il y a ce qui étaient des secrets de fabrication qui concilient l'esprit et la matière. Je pense par exemple à Stradivarius, le fameux vernis qu'il a utilisé. On n'a pas trouvé, pourtant on est capable aujourd'hui de faire les analyses complètes des produits qu'il y a dedans, on l'a fait, et pourtant ça ne marche pas. Donc il y a bien quelque chose d'autre qui n'est pas dans la matière, ou un savoir-faire qui est objectif puisque ça ne marche pas. Et que pourtant, on peut subodorer quand on s'intéresse un peu à l'alchimie, parce qu'on est capable de voir le monde un peu autrement. Vous avez 2 cuisiniers qui ont la même formation, ils ont les mêmes outils, ils ont les mêmes produits, ils ne vont pas faire le même plat. Et parce qu'on va dire que lui, il a l'alchimie, c'est ça. Et pour moi, l'alchimie, c'est réconcilier aussi cette qualité d'émerveillement. On n'arrête pas de nous dire à chaque seconde, ce monde est horrible, vous allez tous mourir, il y a des guerres partout, les barbares sont à vos portes, le ciel va vous tomber sur la tête. Mais c'est évident qu'à chaque seconde, il se passe des choses merveilleuses partout. Donc l'idée, c'est de dire, oui, il y a des périodes difficiles dans l'humanité, oui, il se passe des choses, mais regardez aussi les belles choses qu'il y a autour de vous. Ça serait la parole de conclusion de Lick et Nunc, ici et maintenant de l'alchimiste? Tout à fait. Ça serait regarder les belles choses autour de vous? C'est ça, c'est retrouver vraiment... On dit d'ailleurs en alchimie, travail de femme et jeu d'enfant. La femme, pour l'alchimiste, est l'esprit, le spiritus. Alors que l'homme, il est dans l'action. Hein. Les deux sont nécessaires. C'est pour ça que l'homme et la femme ne sont pas égales, mais on est complet en terre. L'idée de complémentaire. La femme prend le feu en haut, le donne à l'homme et l'homme le matérialise. Donc les deux sont nécessaires. Donc cette faculté aussi de retrouver son âme d'enfant. Je peux dire que le jour où on s'est rendu compte que les petites poussières qu'il y avait dans l'atmosphère, c'était plus des étoiles mais des poussières, on est tombé justement dans un monde trop dense. Merci Patrick.
Merci à vous.